Bien, merci Raymond. Bonsoir à toutes et tous. Je me réjouis tout particulièrement de vous souhaiter la bienvenue au nom de notre fédération et au nom de l'URAFA Hauts-de-France pour l'Europe. Ce soir, nous avons parmi nous Francis Bouloir, qui fait partie de l'ANEG. Francis, aide-moi, c'est l'amicale nationale des enfants de la guerre. nationale des enfants de la guerre. Voilà. Et il est également membre du comité de jumelage d'Edin, je pense du comité de jumelage de Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait, Parce oui. que j'en ai oublié. Hein. Non, Barbara, et puis la FAFA aussi. Également membre du conseil d'administration de l'URAFA. Et tu vas nous parler de tes propres expériences, c'est-à-dire les amours interdites, les enfants qui sont à la recherche de leur père qui était un soldat allemand. Tout à fait. Bienvenue parmi nous et à toi, Francis. Merci, je vous remercie à tous. Bonjour à toutes et à tous. Guten Tag. Merci de participer à mon exposé. C'est une petite histoire à la croisée de la grande histoire de la dernière guerre mondiale. En effet, je suis un enfant de la guerre, une guerre monstrueuse qui a fait plus de 50 millions de morts, l'équivalent de la population française en 1980. Je suis né à Calais pendant la Deuxième Guerre mondiale en janvier 1943, de mère française et de père soldat allemand. Nous sommes estimés à plus de 200 000 nés entre 1940 et 1949 de pères soldats allemands. La plupart ne l'ont pas connu, beaucoup d'enfants ont été abandonnés ou très tard ont découvert leur origine à la faveur d'un document, d'acte de naissance ou de photos dissimulées par la maman ou encore par de divers témoignages de proches ou de voisins. Ce qui leva pour ces enfants le voile d'un terrible secret de famille, d'apprendre à être un enfant de l'ennemi, sachant que les proches avaient caché l'identité du père, ce qui créa la plupart du temps un choc psychologique pour cette personne qui avait vécu pendant des années dans le déni. Nous sommes des innocents qui n'avons commis qu'une autre faute que de celle de naître. Il nous a fallu payer pour l'imprudente passion de nos mères et aussi pour la défaite de nos pères qui souvent n'ont pas voulu ou pas pu donner à la relation amoureuse. Être un enfant de la guerre est une richesse, une chance incroyable d'être franco-allemand. Malheureusement, les témoignages tentent plutôt à démontrer qu'il s'agit surtout d'une souffrance et d'une blessure inguérissable qui conduit à la solitude et rend inapte au bonheur. Il ne faut pas trop attendre de son père allemand, qui peut ne pas être à la hauteur de nos espérances. La première fois que l'on met le pied sur la terre de notre père, le mot Allemagne résonne avec un mélange de curiosité, de fascination, mais aussi d'affliction et même de douleur. Enfin, en 2003, par un film de Christophe Weber, Enfant de Bosch, nous sortons de l'ombre. Ce film faisait témoigner des enfants de la guerre. La plupart avaient le visage flouté, ils ne souhaitaient pas être reconnus. C'est un aboutissement de plus de 75 ans où les tabous sont tombés. L'humiliation a disparu. Nous sommes passés de la honte à la fierté. C'est le 21 mai 1940 que le 19e Panzerkorps du général Heinz Guderian, réunissant 3 divisions blindées, reçoit l'ordre de poursuivre son mouvement en remontant vers le nord pour prendre les ports du détroit du Pas-de-Calais. Le 21 mai 1940, Guderian, surnommé Heinz le Rapide, âgé de 51 ans, est un des généraux les plus populaires de la Wehrmacht. Il a obtenu de Hitler de mener, dans le nord de la France, l'attaque de Calais à sa guise. Le 25 mai, les troupes allemandes qui ont pénétré dans le Calais sud passent à l'assaut des fortifications. À l'aube du 26 mai, le général Guderian et von Richthofen conjuguent leurs efforts pour attaquer en force
la citadelle et le port de Calais. La présence des troupes d'occupation est la plus élevée. Jusqu'à 120 000 soldats, toutes les armes sont représentées. La Luftwaffe, la Kriegsmarine, soit la plus importante présence militaire dans toute l'Europe de l'Ouest. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont rattachés au commandement militaire de Bruxelles et non celui de Paris. Cette décision prise par Hitler laisse prévoir une annexion en cas de victoire finale de l'Allemagne. Le 27 mai, André Gerchel, le maire de Calais, que la fin des combats a rendu à la liberté, a rejoué son poste à l'hôtel de ville depuis la veille. Les Allemands sont venus l'y trouver et lui ont donné 2 heures pour dresser une liste de 25 notables qui serviront d'otages avec lui-même en garantie de la bonne tenue de la population. La Wehrmacht tient à la sauvegarde de ses troupes car depuis la chute de la citadelle, des civils ont fait le coup de feu contre elle. C'est indéniablement établi. Là, on peut revoir le monument des bourgeois de Calais, un groupe statuaire de l'an 1888 d'Auguste Rodin. Les commerçants de la ville de Calais sont tenus d'accepter les marques en paiement des marchandises qu'ils mettent en vente. Les militaires doivent payer ce qu'ils achètent et sont autorisés à faire des achats jusqu'à concurrence de 500 marques maximum. Si les militaires allemands demandent des marchandises et refusent de les payer, les commerçants doivent les signaler sans délai à la commandanture. Dans un texte en allemand et en français par voie d'affichage, le major-gouverneur de la place de Calais ordonne: les commerces d'alimentation de la ville de Calais doivent reprendre dès que possible. Les commerçants pourront se servir de tout moyen de locomotion. Les troupes allemandes laisseront passer ces personnes sans qu'elles soient fouillées et ennuyées au cours de leur déplacement. Signé Major Ottins. À l'époque, on se nourrissait de légumes peu prisés, rutabaga et le topinambour. La chicorée remplace le café, la saccharine le sucre, le pain est exécrable, pétri, sans levure, la farine manque aussi. Les tickets de rationnement seront distribués jusqu'en 1948. Les Calaisiens qui se sont réfugiés dans leur périphérie durant les journées dramatiques regagnent leur cité meurtrie les uns après les autres. Un grand nombre a tout perdu, ils n'ont plus ce qu'ils ont pu emporter avec eux. Les moyens de transport font défaut, les rues sont obstruées par des décombres, le matériel militaire incendié ou abandonné. Parfois, des cadavres attendent leur enlèvement. Le couvre-feu est instauré. Interdiction de mettre le nez dehors de 21h à 6h du matin. Les lumières doivent être camouflées dès la tombée de la nuit. Pas de journal, plus de radio, téléphone muet, interdiction d'aller au-delà de 5 km. Les appareils de radio TSF ont été apportés à la mairie. 8000 ont été déposés. Le 4 juin, la Société Générale des Eaux procède dans chaque quartier à l'ouverture des bouches d'incendie, ce qui permet de procéder au nettoyage des caniveaux que la sécheresse rendait impossible. Ma mère, Georgette, née le 25 juin 1918, vivait avec ses parents au 184 boulevard Gambetta à Calais. Elle se maria en 1939 à René-Rué. La guerre déclarée, son mari fut mobilisé et fait prisonnier en Allemagne. La maison voisine de ma famille fut réquisitionnée à l'arrivée des soldats allemands en 1940. Ils étaient un groupe de 4 soldats employés à la Bahnhof, mobilisés dans le cadre d'accompagnateurs de train.
Il y avait 2 millions de soldats français sur le front fait prisonniers. L'arrivée de ces jeunes de la Wehrmacht mobilisés sur la zone occupée de Calais impressionnait. Leur présence quotidienne, leur attitude attisait, sans aucun doute, la curiosité. Les restrictions, la peur angoissait, mais la vie continuait. La mitoyenneté des jardins entre l'habitation de ma mère et la maison occupée par les Allemands permit un contact amical malgré la différence de langue et de comportement. Max, le plus enjoué, proposa une séance de photos. On peut remarquer les visages tendus et l'allure rigide de ma mère et de ses cousines. Parce que sur la photo, on peut voir ma maman à l'extrême droite et 2 cousines. La cousine Suzanne, qui est au centre, qui était âgée de 80 ans et qui a vécu en me donnant toutes les informations sur mon père. Donc, j'ai eu un fil rouge à l'âge de 63 ans. On en reparlera tout à l'heure. Il faut considérer qu'il devait être difficile de refuser cette prise de vue aux soldats allemands. Enfin, il exista un sentiment même de crainte et d'admiration. Ne signifiait pas uniformité des comportements, bienveillance, curiosité, politesse, indifférence, distance, hostilité. Les réactions individuelles envers l'occupant pouvaient être tout cela. Ma mère ne travaillait plus, son usine était fermée, la nourriture et le charbon étaient rationnés. Les fins de mois devenaient difficiles avec les restrictions, une angoisse quotidienne de parvenir à nourrir les siens. Les Allemands avaient proposé à ma mère de s'occuper de l'entretien de leur linge, ce qui lui permettait d'améliorer l'ordinaire en nourriture et en charbon. Sur la photo, vous avez mon papa. Alors, je fais toujours la petite question, à droite ou à gauche? Alors, bon, je vais vous souffler ce qui m'est donné, genre, sur les 100 conférences que j'ai fait, les 110, je peux dire qu'à 80%, on me citait mon père à votre droite. Eh bien, c'est pas ça. Il est à gauche. Willy est à gauche. Vous voyez. Bien, on verra plus tard comment ça s'est confirmé, hein, sans test génétique. Là, c'est moi, vous m'avez reconnu. Les mois passèrent pour mieux comprendre la façon de vivre de ces soldats loin de leur famille et qui s'accommodaient de cette guerre. Ma mère Georgette éprouva des sentiments envers Willy. De cet amour, je suis né le 23 janvier 1943. La nouvelle situation de ma mère était jugée condamnable. Avoir un enfant avec un soldat ennemi, alors que son mari était prisonnier. Ma mère a été fortement sollicitée pour m'abandonner à une famille calaisienne. Elle a refusé, malgré la mise en garde de la part de ses proches, sur les conséquences de mon avenir comme enfant de l'ennemi et les représailles que risquait de rencontrer ma mère de la part de la résistance. Ma mère avait trouvé du travail pour améliorer l'ordinaire. Une nourrice me garda. À côté de notre maison existait le collège Sophie Berthelot, où ma mère avait fait une partie de ses études. Ce collège, transformé par les Allemands en un vaste camp militaire, est devenu une caserne de la Kriegsmarine. Un jour, l'aviation de la Royal Air Force, venant d'Angleterre, bombarda cette caserne. Les éclats tombèrent sur notre maison. Je me mis à l'abri en dessous de l'escalier. Les dégâts furent légers, la maison habitable. Le Nord-Pas-de-Calais reçoit à lui seul plus de 50% du tonnage de bombes déversées sur la France dans les 5 premiers mois de 1944. Les écoles sont fermées le 13 mai et de nombreuses familles se réfugient à la campagne. La population n'en peut plus.
Le trafic voyageurs est pratiquement interrompu fin mai. L'électricité ne fonctionne plus que par intermittence. Le courrier n'est plus distribué. Le ravitaillement se fait plus difficile encore. Calais a subi un bombardement qui a détruit la vieille ville. Les seuls vestiges qui restent debout sont la tour du Guet et l'église Notre-Dame, où se marièrent Charles de Gaulle et Yvonne Vendroux le 6 avril 1921. Ma cousine Suzanne, que nous avons vue tout à l'heure sur la photo, âgée de 80 ans à l'époque, fut surprise que je sois au courant de l'origine de ma naissance. Pour elle, le secret aurait été gardé. Quand j'eus 63 ans, Suzanne me raconta qu'elle avait connu mon père Willy, les moments conviviaux qu'elle passait, elle, sa sœur, ma mère et lui. Il avait un visage fermé, peu souriant, à l'inverse de son ami Max, me confia ma cousine, l'ami Max que l'on a vu tout à l'heure. Willy apportait du charbon et du ravitaillement pour que nous manquions de rien. Mon père, Willy, me connut pendant mes 5 premiers mois. Il reçut une nouvelle affectation sur le front d'Italie en juin 1943. Il n'a jamais été dit que Willy s'était marié le 2 juillet 1943 à Bad Liebenstedt en Allemagne. Entre nous, on peut estimer heureux qu'il n'ait pas été nommé sur le front d'Italie parce que cette naissance n'était pas souhaitée vis-à-vis des autorités allemandes. Enfin, ce qui était sûr, c'est que mon père avait laissé sa vraie identité. On pouvait supposer qu'il espérait revenir et reconnaître son fils. Georgette, ma mère, à la requête de la famille de son mari, fut convoquée au tribunal qui engagea la procédure de divorce avec le désaveu de paternité et fut reconnue comme fille-mère et moi, son fils, comme enfant né de père inconnu. Les femmes qui ont fréquenté l'ennemi ont été violemment punies dans un très court laps de temps par des foules vengeresses et des résistants de la dernière heure. Qui, sur la place publique, tondait ces femmes, alors que la moitié seulement avait eu des relations intimes avec les Allemands, et que 20 000 femmes furent touchées et 2 000 fusillées. Tout le monde connaît la tondue de Chartres, cette photo, cette femme que vous pouvez voir au milieu, victime de l'épuration, prise en photo par Robert Capa à la libération de Chartres en juillet 1944, accusée de collaboration horizontale. On peut voir sur la photo, tout à fait dans le fond, le drapeau symbole de la nation et le militaire qui représente l'ordre en protégeant Simone Toussaint. Une population haineuse qui applaudit en lançant des colibés. Une jeune femme rasée, marquée au fer rouge sur le front et qui serre contre son nourrisson. On peut également voir devant le grand-père avec le baluchon qui avance. Robert Capa, en 1936, en Espagne, a compris que la guerre débordait largement des champs de bataille, détruisant maisons, familles et patrimoine culturel. L'homme est devenu un mythe. En 1954, une mine l'a tué au Nord-Vietnam, au-delà du fleuve Rouge, à 40 ans. Ma mère n'a pas subi les représailles et l'humiliation publique. Après la libération, ma mère travailla pendant une période aux messes de la cantine des officiers anglais. Ils avaient peu de considération pour les serveuses. La nourriture était insuffisante. Ma mère me raconta le père restant par les soldats anglais et donné au personnel de service. Il n'a jamais
je n'ai jamais su si ma mère était au courant de la vie de mon père en Allemagne. J'ai appris plus tard que mon père était fiancé avant sa mobilisation et qu'il s'était marié en juillet 1943. En 1949, je fis mon entrée à l'école communale. Très tôt, j'ai senti que je n'étais pas un enfant comme les autres. Je n'avais pas de père. L'administration française nous a reconnus nés de pères allemands. La France n'a jamais fait de différence entre ses enfants. Si son silence nous a blessés, devait-elle confirmer ce qui allait de soi, que nous sommes des enfants de la guerre? Seuls les individus se sont montrés envers nous bêtes et méchants. La première pensée d'une personne généreuse et humaine ne doit-elle pas être comme ses enfants ont dû souffrir? Cela n'a pas dû être facile de cumuler 4 handicaps. Ne pas connaître son père pendant l'enfance, apprendre qu'il est allemand pendant l'immédiat après-guerre, ne rien connaître de son visage et de son caractère, et enfin être condamné à la clandestinité, de peur d'être rejeté, mal aimé ou montré du doigt. Les femmes qui avaient eu des enfants avec les soldats allemands avaient été relativement épargnées dans notre quartier. L'origine des naissances de ces années-là était connue par des proches. 20 à 30% de ma classe étaient des enfants de l'occupant. Ma mère me les citait toujours. Les situations étaient arrangées. Avortement, bien sûr, malheureusement. Mariage précipité, changement de région de la mère et de l'enfant, abandon, ou le mari prisonnier, rentrant d'Allemagne, reconnaissait l'enfant. Ce n'était pas toujours la meilleure solution pour les enfants plus tard. De santé fragile, les années difficiles commencèrent pour moi. Le monde était à la recherche de l'origine, de la paternité de ses enfants, nés des années 1940 à 1949. J'ai moins souffert que d'autres enfants nés de pères allemands, car ma mère m'a beaucoup donné d'amour. Elle ne s'est jamais cachée de mon origine. Elle me parlait de Willy. J'étais un enfant de l'amour. Sur les bancs de l'école, nous retrouvions des orphelins dont les parents avaient été tués, victimes des hostilités, et puis pour certains comme moi, petits blonds aux yeux bleus, des enfants de l'ennemi. Pour moi, mon père ne pouvait pas être de ceux qui avaient tué l'un des pères de mes compagnons de classe. Les enfants à l'école s'invectivaient, à tort ou à raison, de tête de boche. Ce qui touchait ceux qui en étaient et culpabilisait cette génération qui était considérée comme des enfants de l'ennemi. Nous étions des bâtards. C'était un double handicap de ne pas avoir de père et d'être reconnu comme enfant de l'ennemi. Le milieu familial de ma tante me permettait d'échapper au souvenir d'une naissance non désirée. Mes proches ne me parlèrent de mon père allemand. Au contraire, ils me gâtaient parce que je n'étais pas pareil et que j'aurais à subir la discrimination. Ma mère espérait toujours le retour ou tout au moins avoir des nouvelles de mon père. Elle en avait par un soldat allemand démobilisé qui était revenu épouser une Française avec qui il avait eu un enfant. Quand il me rencontrait, il disait toujours « Qu'est-ce que Francis ressemble à son père ?» Il n'a jamais été dit que Willy s'était marié en juillet 1943. À l'âge de 7 ans, un jour, ma mère m'a parlé de mon père et m'a donné les informations qu'elle avait sur ses origines en Allemagne. Il n'y avait aucune photo. Je conservais ce document toute ma vie. C'était le seul lien que j'avais avec mon père. Alors, sur ce bout de papier, on voit le nom de Willy avec un Y alors qu'il y avait un I. Knorri,
c'était le nom de mon père. Monacan, le village près de Stuttgart, que je suis allé voir bien sûr, où j'ai retrouvé, mobilisé en 1940 à l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne. Employé de chemin de fer au grade d'officier, célibataire en 1943 et à la date de 1950, est encore employé à la Bahnhof près de Stuttgart. Ce petit mot-là ne laisse paraître à aucun endroit que mon père s'était marié. Voilà. Donc ce papier, je l'ai gardé pendant plus de 60 ans. Ma mère ne s'est jamais remariée, mais elle a vécu maritalement avec un restaurateur et de cette relation est née Yvette en 1957, date à laquelle je sortis du cycle scolaire. L'entrée du collège n'était pas envisagée par manque de moyens. Je recherchais donc un travail, un magasin de chaussures. André recherchait un débutant vendeur étalagiste. J'avais 14 ans. Ma mère me présenta, je fus embauché en présentant une fiche d'état civil. J'attendais avec une certaine appréhension la question du responsable de magasin. Tu portes le nom de ta mère et ton père. La question ne me fut jamais posée. Une vague d'espérance m'envahissait, la délivrance d'enfant de la honte vers un avenir où je pourrais me construire, cacher mon origine, être comme tout le monde. Les chaussures André avaient des magasins en Allemagne. Dans les années 70-1980, je fis carrière dans ce groupe pendant plus de 42 ans et j'ai terminé comme directeur commercial d'un réseau de 25 magasins dans le nord de la France. Cette photo, pour moi, c'est une photo symbole. J'ai trouvé ça. C'est à croire qu'il y avait une étoile au-dessus. Je vois ces trois jeunes, ce soldat qui malheureusement porte un fusil. Deux jeunes femmes. J'ai appris après que ces deux jeunes femmes étaient de la Contenture. Dans le fond, on voit mal à gauche, mais un supérieur et inquiet sur le photographe. Et derrière, ce magasin Chaussures André, que 13 ans plus tard, je franchissais la porte. Petit garçon, 1m49 pour me présenter. Ma mère est décédée d'un accident de voiture en 1964, me laissant ma petite sœur Yvette qui avait 7 ans. Mariée en 1966, 2 enfants, garçons et filles, jumeaux, en 1973. Mon épouse et moi-même étions responsables de magasins du groupe André. Seule mon épouse connaissait l'origine de mon père. J'avais construit mon existence autour d'un père d'abord absent, fantôme de l'ennemi. Ce complexe n'était pas évacué. J'avais l'impression que mon comportement trahissait mon origine allemande. Tout jugement implicite de mon entourage m'envahissait d'un sentiment de peur d'être mal aimé, rejeté ou montré du doigt. En 1995, j'avais 52 ans. Ma carrière était assurée. J'ai éprouvé le besoin d'ouvrir l'enveloppe que ma mère m'avait remise 45 ans plus tôt et qui contenait l'adresse de mon père. J'écrivis au consulat de France à Stuttgart pour retrouver la trace de mon père, Willy. Aucune recherche ne pouvait être engagée, n'ayant pas de trace de filiation. En 1995, c'était verrouillé. En 2004, une émission télévisée présenta le livre de Jean-Paul Picapet, Enfants maudits. Ce livre raconte des témoignages d'enfants de soldats allemands avec une révélation. Nous serions 200 000 en France. Enfin, nous pouvons sortir à visage découvert. Ce livre communique une adresse des services de la Bundesarchiv, service fédéral à Berlin, qui archive 18 millions de fiches du personnel incorporé dans la Wehrmacht et qui maintenant informe de l'identité des pères. Fin janvier 2005, l'AVAS m'informe qu'elle a retrouvé la trace de mon père, qui malheureusement est décédé le 5 mars 1988.
Le contact reste à entreprendre avec l'un de ses enfants, mon demi-frère. Quelle chance! Le choc a été une épreuve pour mon frère Rodolphe. Apprendre que son père a connu une femme en France et que de cette liaison est né un frère. Dès le mois de février, un échange de courrier traduisait mon impatience de savoir beaucoup de choses sur mon père, de rencontrer ma nouvelle famille, mon frère, son épouse, Hyde, et ses 3 enfants, Oliver, Daniel et Jenny. La première lettre me révéla la vie de mon père et de son épouse, ses activités et bien sûr les étapes de sa mobilisation pendant la guerre. Pour la première fois, j'ai découvert mon père. Une photo offerte par Rodolphe, prise à Calais, de Willy à l'âge de 26 ans, pendant l'occupation. Les correspondances avec mon frère Rodolphe continuent. À sa deuxième lettre, il me faut comprendre qu'il lui faudra du temps pour assimiler le fait qu'il vient d'apprendre qu'il a un frère. Rodolphe est troublé par le fait que notre père connaissait ma mère et savait qu'il avait un enfant à Calais et que malgré tout, il a épousé sa mère le 4 juillet 1943. Il conclut par ces mots, c'était bien un petit coquin. La famille de mon frère pouvait se poser des questions vis-à-vis d'anciens soldats. Pourquoi s'est-il pas occupé de l'enfant né en France? Comment a-t-il pu abandonner un enfant et le cacher toute sa vie? Dans une lettre du 24 juillet, mon frère m'informe quel est le sentiment que notre père, sur son lit de mort, voulait se libérer d'un secret. Peut-être lui raconter l'existence de son fils en France, mais il n'en a pas eu la force. Rodolphe se décida de raconter à sa mère que Willy avait connu une femme en France, qui lui avait donné un fils et que je me présenterais à la famille. Elle a pris cela avec dignité et résignation. Toute la famille est au courant, sauf sa sœur, ma demi-sœur, âgée de 60 ans à l'époque, avec qui les contacts ne sont pas simples. Rodolphe a considéré que j'étais en droit de savoir qui était mon père, ce qui a permis de continuer notre correspondance. J'ai invité Rudy, c'est le diminutif de Rodolphe, et sa famille à nous rendre visite. La promesse est faite, ils nous rendront visite pour les fêtes de l'Ascension du 25 mai 2006. La visite de Rudy et de Hyde, son épouse, approche. Il me prépare un CD où seront reproduits les films de ma famille allemande. La ZDF tourne un film de 45 minutes sur mon histoire. Ce film sera diffusé sur la chaîne Phoenix. Nous sommes le 25 mai. Depuis la veille, la ZDF a mis en scène nos émotions dans la préparation du séjour de Rudy et de Hyde. Claudia Daubert, journaliste allemande en poste à Paris, rejoint mon frère et ma belle-sœur sur l'autoroute pour la préparation de leur visite à Angres, une commune près d'Arras. À notre réception d'accueil sont présents mes enfants et les proches qui ont participé à ce rapprochement. Une Golf break bleue s'arrête devant la porte de notre maison. Rudy et Hyde en descendent. Toute la rue est silencieuse. Ma famille, mes amis sont en retrait. Ils retiennent leur souffle. La caméra de la ZDF tourne. C'est l'accolade avec mon frère. Maggie, mon épouse, en fait de même avec Hyde. Le courant passe bien. Les yeux remplis de larmes, Rudy
traduit son émotion avec quelques mots en allemand. Hyde offre une orchidée à Maggie. Nous nous dirigeons vers le jardin. La pluie s'est arrêtée. Quelques rayons de soleil accentuent le vert de la végétation, avec quelques points de fleurs jaunes. L'émotion est à son comble. Je présente la maison à Rudy Hyde. Le cercle d'amis s'approche. Claudia Daubert me pose la première question pour la télé allemande. Francis, qu'est-ce que ça te fait de voir ton frère pour la première fois? C'est bien mon frère. Il y a quelque chose qui passe entre nous. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Les interviews continuent avec Radio France Nord. Dominique Saint-Machin fait un excellent traducteur. Rudy témoigne de son sentiment. Apprendre que j'avais un frère a créé tout d'abord une réticence à entrer en contact. Puis je me suis dit que je devais donner une réponse à ce Francis qui m'arrivait comme ça et qui avait le droit de savoir. Effectivement, moi j'étais pressé. Mon épouse me disait toujours « Attends, je pense que les lois allemandes étaient bien verrouillées. » Je n'avais pas pensé une chose, mais certains pensaient qu'il y avait des droits de dommages et intérêts à récupérer. Et je pense que tous les enfants de la nègre, ce n'est pas du tout notre objectif. Nous nous retrouvons tous un verre de champagne à la main pour fêter cette première rencontre. On peut nous voir dans le jardin, mon épouse à l'extrême droite, Hyde. Ça n'a pas dû être facile pour mon frère. Tout autour d'un déjeuner, l'émotion est intense. Nous faisons connaissance. Un journaliste de la ZDF lance la conversation. Avec nos invités, les sentiments s'expriment. La partie du puzzle de ma vie que j'ignorais est bouclée. Connaître mon père, avoir sa photo, la présence de mon frère. Je suis heureux du bonheur qu'il a eu d'avoir ce père qui m'a tant manqué. Nous avons visité Lille et Arras, le mémorial de Vimy où le grand-père de Rudy a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Là, nous avons une photo d'Arras où ma belle-sœur avait repéré l'enseigne du restaurant aux Deux Frères. En avril 2007, nous sommes invités chez Rudy à Bad Ibenzel dans le Baden-Württemberg. Sa maman est prête à nous recevoir. Nous allons faire sa connaissance. La rencontre est pleine d'émotions, le regard plein de tendresse. Je suis reconnu comme un fils. Les larmes coulent. La famille reconnaîtra plus tard qu'ils remarqueront en moi quelques défauts de mon père. C'est le plus beau compliment que l'on m'ait fait. Le soir, toute la famille est réunie autour d'un repas à Swab. Nous faisons connaissance des neveux, Daniel, Oliver et leur compagne, de Jenny et son compagnon Alex. Le lendemain, la maman me présente tous ces albums de photos que nous regardons avec les épouses et mon frère. Elle me propose plusieurs photos. Je choisis celle du mariage avec mon père Willy en juillet 1943, date de ma naissance. Quel symbole! Le lendemain, nous nous rendons sur la tombe de mon père, décédé en 1988. C'est un long moment de recueillement. Pensait-il qu'un jour, la famille se retrouverait? Nous faisons de longues promenades sur le chemin qu'aimait emprunter Willy dans cette merveilleuse forêt noire. Je me sens bien.
J'ai l'impression que j'ai ma place dans ce Lander. Les gestes, les contacts, les comportements des personnes me paraissent familiers. Les traits de caractère de ma famille correspondent à mon tempérament. La sincérité, la fidélité, le sens du devoir, le courage. Être un enfant de la guerre est une richesse d'être franco-allemand, d'apprécier la double culture. Nous renouvelons nos visites à Möttinghem à l'occasion des 60 ans de Rudy. Toute la famille se retrouve le 20 mai 2009. Mon frère me fait une jolie surprise. Je rencontre pour la première fois ma demi-sœur Waltraud, âgée de 63 ans, qui est sur la photo à l'extrême gauche. Au cours de cette soirée, je pose la question: pensez-vous que je puisse prétendre être connu par ce qui est ma deuxième patrie? La réponse est sans équivoque, à une condition que j'apprenne la langue allemande. Le 20 mai 2019, nous nous retrouvons à nouveau pour fêter les 70 ans de Rudy. En avril 2005, une quarantaine d'enfants de la guerre qui sont sollicités la recherche de leur paternité auprès de la VAS à Berlin acceptent l'invitation dans l'espoir de trouver la trace de leur père génétique dans les archives. La VAS archive 18 millions de fiches individuelles de soldats allemands. Ces fiches cartonnées, classées par ordre alphabétique, donnent des informations sur la carrière militaire, le grade, le régiment, les blessures, le lieu d'emprisonnement, la date de libération, etc. Ce fichier a servi de nombreuses années, notamment pour les Allemands, pour leur retraite, pour l'historique de leur parcours. Le service de la Bundesarchiv de Berlin m'informa qu'une amicale des enfants de la guerre allait se créer à l'initiative de Jean-Paul Picapé, l'auteur du livre Les enfants maudits. Nous étions 73 invités à Berlin du 9 au 10 avril 2005 pour une conférence internationale des enfants de la guerre sous le patronage de la maire de l'arrondissement de Berlin. Ce sera l'occasion de constituer le bureau de l'Amicale nationale des enfants de la guerre. Dès la descente d'avion à l'aéroport de Schönefeld, pour la plupart, c'était la première fois que nous mettions le pied sur le sol allemand. Nous sentions une émotion forte, à la limite des larmes. Certains d'entre nous pensaient peut-être qu'ils marchaient là où leur père était passé. Nous sommes reçus par Marie-Cécile Zipperling, née en France et qui, depuis 1983, occupe le poste d'archiviste à la VAS et suit toutes les demandes de recherche. Elle a été élue présidente d'honneur de notre amicale. La VAS a reçu de 2005 à 2007 1400 demandes de recherche d'un père allemand, dont 439 venant de France. Les autres pays sont principalement la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande. Le 18 juin 2005, un groupe de travail se réunissait à La Rochelle pour fonder cette amicale nationale des enfants de la guerre, déclarée association loi 1901 à but historique et culturel. L'objectif et les activités de l'ANEG: apporter aide et soutien moral aux personnes en détresse psychologique à la suite des souffrances subies, aider les personnes qui le souhaitent à retrouver leur famille biologique en Allemagne ou en Autriche. Parallèlement, nous aidons aussi à leur demande des Allemands nés de pères français STO aux prisonniers de guerre en Allemagne à retrouver leur famille biologique.
Notre amicale est basée sur la tolérance. Elle n'a aucune appartenance politique ou religieuse. Nous sommes très attachés au développement de l'amitié franco-allemande et au maintien de la paix entre les peuples d'Europe. Moi-même, je suis chargé de la communication et j'assure la délégation régionale pour les Hauts-de-France. À la suite de notre visite, nous avons été reçus au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, le 5 décembre 2007, pour un entretien qui sera rendu à M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères de l'époque. Les représentants de M. Kouchner nous ont demandé quelles étaient nos attentes. Tout d'abord, la reconnaissance et la réhabilitation de notre existence par les États concernés. L'aide à la recherche des familles et la facilitation de l'accès aux archives, des interprètes dans les services d'archives de Freiburg et en Allemagne, l'obtention de la double nationalité, la demande de déclaration d'utilité publique auprès du ministère de l'Intérieur pour être reconnu organisme d'intérêt général à caractère social. Le 21 avril 2008, Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères français, avait déploré à Berlin que les deux pays soient restés depuis la fin de la guerre sourds à la détresse des dernières victimes innocentes d'un conflit qu'elles n'ont même pas connu. Le ministre des Affaires étrangères avait appelé à accorder une reconnaissance à ces enfants de la guerre français et faire en sorte que personne en France et en Allemagne ne doive cacher ses origines sous prétexte qu'elles se trouvent de l'autre côté du Rhin. Début 2009, l'Allemagne, sous l'égide de M. Kouchner, une commission des gouvernements franco-allemands se réunissait pour prendre une décision sur notre demande des enfants de la guerre. Des jumelages franco-allemands par la FAFA, née en 1950, ont fédéré des jumelages des associations franco-allemandes autour de projets communs, au service de l'Europe, prenant même la forme d'une amitié franco-allemande. Rencontres, échanges de jeunes, mémoire de l'histoire, vie économique et sociale. L'Allemagne est le premier partenaire politique et économique de la France. Souvenons-nous du moment le plus émouvant de cette réconciliation. Lors de la 70e commémoration de la bataille de Verdun, François Mitterrand et Helmut Kohl se tiennent la main sur le lieu même de la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Le 19 février 2009, l'Allemagne reconnaît ses enfants de la guerre. Le ministère allemand de l'Intérieur viendra à la rencontre de ceux d'entre eux qui désirent obtenir la nationalité allemande. Les demandes seront examinées avec générosité, sans bureaucratie. J'ai formulé ma demande de double nationalité en mai 2009. J'ai été le 8e Français à l'obtenir et le premier dans notre région. Mon frère est venu de Stuttgart, ainsi que de nombreux adhérents de l'ANEG de Paris pour honorer de leur présence la cérémonie de remise de l'acte de naturalisation par le consul de l'ambassade d'Allemagne à Paris. 3 semaines plus tard, je recevais mon passeport allemand que voici. Ma famille allemande m'avait reconnu lorsque je lui ai demandé si je pouvais prétendre à la nationalité allemande, ce qui me fut accordé avec enthousiasme. L'Allemagne m'a tendu la main, je l'ai saisie, je lui en suis reconnaissant. Mon frère Rudy me dit maintenant, tu dois penser allemand et parler allemand. Je vous remercie de votre attention. Voilà, mon exposé est terminé. S'il y a des questions. Merci, Francis. Je crois qu'on peut applaudir. Hein. Ah, oui. Je remets en
partager. Oui, tu enlèves le partage de façon à ce que les gens puissent se voir. Hein. Vous pouvez ouvrir les caméras maintenant, les micros, quand vous parlez. Donc, merci Francis pour cet exposé et surtout d'avoir partagé avec nous ton histoire personnelle qui est vraiment touchante et émouvante, qui va droit au cœur. Je pense qu'il y a plein de questions et je pense que tout le monde a besoin de souffler une minute, de digérer, de réfléchir pour absorber tout ce que nous venons d'entendre parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas vraiment tout à fait facile. Comment tu te sens en tant qu'Allemand? Ah oui, c'est la question qu'on me pose. On me pose souvent. Bon, et moi, je suis ma culture, ma vie par elle-même, j'ai toujours le caractère plus allemand que latin, ça incontestablement. Hein. Mon caractère prend le dessus. On m'a souvent demandé pourquoi ne pas avoir vécu en Allemagne. Effectivement, le groupe André, dont j'ai fait partie pendant 42 ans, a ouvert des magasins en Allemagne. Et là, ça me chatouillait. J'aurais voulu ouvrir ces magasins en Allemagne et la langue. Hein. D'ailleurs, vous me poserez une question là-dessus tout à l'heure. Et je pense que si j'avais ouvert des magasins en Allemagne, si mon épouse avait été d'accord, je serais resté en Allemagne. Voilà. Mais j'ai toute ma famille en France, j'ai mes amis en France. Non. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir profité plus de l'Allemagne, plus jeune. Hein, j'ai été bloqué. Quand j'apprenais l'allemand, parce qu'on me dit comment tu fais quand tu vas en Allemagne, je ne parle pas allemand, mais j'ai essayé d'apprendre l'allemand. Avec la méthode Assimile. Et on me disait, mais pourquoi tu apprends l'allemand? Bon, mes complexes revenaient, je me rebloquais. Ce n'est pas une excuse, hein, j'aurais pu apprendre plus tard. C'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir appris l'allemand. Alors, comment je fais avec mon frère? Une question qui va vous suggérer. Comment je fais quand je vais avec mon frère? Eh bien, on ne parle pas que les mains, ça c'est certain. Mon épouse parle un peu l'anglais avec Hyde. Le bas de Wurtemberg a été occupé par les troupes françaises. Donc, ma belle-sœur a une facilité à parler un peu français. Et puis, on y amène, on a des amis qui me traduisent. Mais il est clair que je passe à côté des histoires personnelles. Mais avec mon frère, quelques mots suffisent pour rire, pour boire un coup de vin et tout ça, et passer des bons moments. Vous avez des questions à me poser, je pense. Certainement. À vous la parole. Tu as plusieurs messages, Francis, sur la discussion. Merci pour cette conférence que l'on attendait depuis longtemps, Colette et Marie-Christine. J'apprécie tous les nouveaux éléments que tu as ajoutés à ton exposé. Cela donne une ouverture plus large. Merci. Voilà. On me demande souvent pourquoi je fais ça. Alors, je peux retracer un petit peu. On a vu le nombre d'enfants qui sont sortis du bois, comme on peut dire, pour la recherche de la paternité. Pourquoi? Eh bien, on avait tous libéré, nos activités professionnelles étaient libérées. On était moins gênés avec l'employeur. Et ça nous a permis de partir à la recherche de nos pères, hein, cette période-là. Jacques, tu voulais dire quelque chose? Oui, volontiers. Vous m'entendez? Oui. Alors, moi je peux, avec Reine-Marie, on peut parler d'un cas inverse. On a fait, il y a une vingtaine d'années, on a créé un jumelage près de Freiburg. Et au cours des rencontres, il y a une personne qui s'appelait Monique, qui a participé à ces jumelages. Et peu de temps après, elle nous a demandé l'aide pour retrouver son père, qui était français et qui avait été soldat français durant l'occupation, donc après la guerre, dans la région de Freiburg. Voilà. Donc Monique savait que son père était français. Sa mère s'est mariée après sa naissance à elle.
et le soldat français avait carrément abandonné. Donc c'est très drôle, c'est vraiment une situation inverse, si vous voulez. Voilà. Alors on a réussi à l'aider parce qu'elle connaissait le nom de son papa, qui était dans le nord de la France d'ailleurs, et on a fait les démarches. J'ai téléphoné à pas mal d'endroits, notamment en France, pour rechercher à partir de ce nom, le nom de ce monsieur. Et j'ai retrouvé des gens qui avaient connu, ben oui, ça me dit quelque chose, etc., du côté de Lille, etc. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'était des gens, il était soldat, vous dites, hein? Oui, alors je sais que cette famille est partie en Bretagne, voilà, sur une île, je crois, voilà. Donc j'ai téléphoné dans ce village, le maire m'a renseigné et j'ai pu retrouver la famille du monsieur qui était, enfin, du père de Monica, on l'appelle Monica. Et on a appris qu'il avait eu ensuite d'autres enfants, 2 filles, dont une, non, pardon, il avait déjà eu, avant d'être soldat en Allemagne, il avait déjà eu une femme, bien sûr, qui était mariée, et évidemment, il l'avait cachée à la Monica allemande, et de cette femme française, sa femme, comment dire, ordinaire, j'allais dire, il avait déjà une fille qui s'appelait Monique. Voilà. Voilà. Oui. Et c'est, comment dire, c'est lui qui avait voulu nommer sa fille avec cette femme, avec notre Monica, que l'on connaît, l'appeler Monica. Donc elle s'est appelée Monica parce qu'il avait déjà une fille qui s'appelait Monique et qu'il n'avait pas révélée, en fait. Donc tout ça, c'était un peu en secret. Donc on a beaucoup échangé avec cette Monica. J'ai retrouvé ses 2 sœurs, dont une qui était à Lyon, qui n'avait pas souhaité, elle ne m'a pas très bien accueilli d'ailleurs dans ma démarche, et une autre qui était décédée. Voilà, une autre sœur qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Françoise. Françoise, oui, c'est ça. Donc c'est une affaire qui nous a occupés, Reine-Marie et moi, dans cette recherche pour essayer d'aider cette Monica à retrouver son papa, voilà, et à avoir de ses nouvelles. Voilà, c'est une drôle d'histoire. Voilà. Oui. Et maintenant, on a perdu complètement contact avec cette Monica, qui s'est révélée aussi se comporter un peu spécialement. Bon, c'est une femme troublée. C'est difficile, voilà. Oui, c'est difficile. Il a fallu qu'elle comprenne des choses très difficiles à admettre, hein, parce qu'elle avait idéalisé son père et un peu chargé, entre guillemets, sa maman qu'elle avait jugée comme responsable du départ de son père. Et donc ensuite, elle s'est aperçue qu'il fallait inverser ses idées et ses a priori. Donc c'est une histoire plutôt douloureuse, mais ça existait évidemment. Oui, en effet, j'en avais entendu parler aussi de ce genre d'histoire. Est-ce que, Francis, tu en sais peut-être un peu plus? Est-ce qu'il y avait beaucoup de pères français avec des mères allemandes? C'est estimé à 20 000, d'enfants nés de pères STO mais je pense qu'on est en dessous des estimations. Il y a eu 20 000. Oh oui, oui. Nous, en France, 200 000, 20 000 en Allemagne. On est en dessous des estimations. Moi, quand j'ai fait quelques conférences en Allemagne, j'ai retrouvé des discrétions à la fin de mes conférences, des enfants nés de STO, qui venaient discrètement me donner des adresses pour que je recherche. Mais maintenant, ça date de... Bon, j'ai commencé mes conférences en 2005, beaucoup en Allemagne, mais là maintenant, on n'a plus de traces des pères. Le phénomène le plus extraordinaire que j'ai trouvé, c'était un peu les anciens qui étaient revenus prisonniers de France et qui retrouvaient leur terre, demandaient au jumelage de retrouver les prisonniers qui avaient travaillé dans leur champ. Et moi, j'ai refait des liens avec pas
pas obligatoirement avec ceux qui avaient fait mais bien souvent, c'était les enfants qui revenaient. Il y avait des liens qui se faisaient entre les travailleurs obligatoires ou les enfants travailleurs obligatoires français avec les soldats allemands qui étaient prisonniers ou sur le front. Il y a des liens. Francis, tu as une question. Avez-vous, s'il vous plaît, des doubles nationalités françaises et allemandes? Moi, mais bien sûr. Oui. Je crois que c'est une exception, parce que je sais qu'il y a un député qui est d'origine sénégalaise, quand il est devenu allemand, il a dû abandonner sa nationalité sénégalaise. Oui, ça n'a pas été facile. Et on n'arrive pas à avoir l'inverse, d'avoir en Allemagne la double. Nous, on n'accorde pas la double nationalité aux Allemands. Donc, c'était facilement. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je ne connais pas l'allemand. Hein, ils n'ont pas été exigeants. Parce que. Je crois que j'ai compris comme ça. Non, j'ai compris dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est difficile. En Allemagne, la double nationalité pose problème. On a notre beau-frère est allemand. Il a épousé donc la sœur de Reine-Marie. Il vit actuellement au Canada. Et il a souhaité, devenir canadien. Et en Allemagne, on lui a d'abord signifié qu'à ce moment-là, il perdait la nationalité française. Non, allemande. Allemande, oui. Oui. Et donc, il a, grâce à certaines démarches, il est professeur, il vit encore, il est professeur d'université. Alors, je ne sais pas par quel biais il a pu obtenir de rester allemand tout en devenant québécois, enfin canadien. Je ne sais pas. Ça a été difficile. Et ça a été difficile, oui. Et même un peu douloureux, oui, je crois. Oui, je crois aussi. Voilà. Il y a certainement. Pardon. Oui. En tout cas, votre conférence, Monsieur Francis, je vais dire, c'est très intéressant. Oui, c'est très bien, oui. C'est très bien, bravo de vous occuper de cela, parce que ce sont des douleurs et des joies humaines mêlées, et c'est très bien de jouer cette corde d'humanisme. Voilà. C'est une partie méconnue encore, hein, que l'on ne parle pas assez. En Allemagne aussi, quand je vais, la génération des 40 ans sont contents de me recevoir parce que on parlait de cette histoire. C'est encore tabou. Hein. Et je sais que les membres de la NEG sont peu représentés, mais sont très heureux que je continue mon bâton de pèlerin en parlant à leur nom, parce qu'on a encore des gens de la NEG qui n'osent pas encore se montrer, qui ont encore des visages cachés, qui ne se présentent pas dans une photo de peur d'être reconnu par les voisins ou par les membres de la famille. Quoi. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est dramatique. Oui, c'est encore assez dramatique à notre âge de pouvoir se libérer. De ne pas oser se montrer, se manifester. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai eu une maman qui, à l'âge de 7 ans, m'a dit la vérité. Ça, c'est bien. C'est exceptionnel, quoi. Ça m'a choqué, mais ça m'a aidé à me construire dans ma tête et dire, attends, il faut que avec le temps, je retrouverai. C'est de sa part une preuve d'amour pour vous. Oui, sans aucun doute. Alors, une petite anecdote aussi. Moi, je suis né en février 1941, dans le Pas-de-Calais, n'est-ce pas, près d'Edin, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette région. Oui, je connais bien. D'ailleurs, février, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, je suis né, voilà. Et quand j'étais dans ma famille, ma mère et puis mes frères, ils m'appelaient Jbosch. Pourquoi? Vous comprenez ça? Jbosch, le Bosch. Pourquoi? Pourquoi? Jbosch. Pourquoi, ma mère? Parce que les gens ils disaient, Stille, il est venu avec chez Bosch. Vous comprenez le patois? Il est né avec les Bosch. Stille, c'est-à-dire moi, il est venu avec les Allemands. Alors, tout ça, pour moi, c'était de la plaisanterie. En tant que gamin, je n'y faisais absolument pas attention. Oui, mais tu es quand même parti en Allemagne après. Oui, mais au bout d'un moment, quand même, ça m'a posé question, quand même.
Et je me suis dit, mais je suis né donc en février. Donc, j'ai été conçu en mai. Quand est-ce que les Allemands sont arrivés dans notre région? Parce qu'il y en avait beaucoup. Je me souviens, la maison qu'on habite, notre maison familiale, il y avait un pré devant, et les soldats allemands campaient là dans des tentes avec des camions, etc. Ils venaient acheter des œufs, ils venaient acheter du beurre, du lait chez mes parents. Ma mère les recevait très sympa, même ils venaient, et même elle faisait quelquefois des crêpes. Il y avait de l'animation dans la maison avec mes frères, voilà. Et donc, je m'étais posé la question, quand même, est-ce que je ne serais pas quand même un peu allemand, n'est-ce pas, génétiquement? Voilà. Alors, le fait d'avoir constaté qu'en effet, les Allemands étaient venus après, alors que ma mère était déjà enceinte de moi, c'est un peu, oui, non, rassuré, non, mais ça a vraiment clarifié les choses. Parce que vraiment, je me demandais toujours, mais même à l'âge de 13, 14, 15 ans, pourquoi on m'appelait Jbosch. Non, c'est parce que tu avais la tête. C'est parce que Jacques, tu avais la tête dure, peut-être. C'est très drôle parce que finalement, j'ai toujours été assez attiré, puisque j'ai fait mon service militaire en Allemagne. J'y suis resté d'ailleurs, après le service militaire. Je suis resté 2 ans, 8 ans même, à Berlin, où j'ai pu reprendre des études. J'ai le bac allemand, je n'ai pas le bac français. En France, j'ai un seul diplôme, c'est le CAP de maçon, et aussi j'ai le CAP de professeur d'histoire, de professeur d'allemand, pardon. Donc l'Allemagne, c'est bizarre, a toujours été pour moi quelque chose d'important. Et je me sens, dans mon comportement, dans ma réflexion, je me sens autant allemand que français. On va regarder un petit peu ce qui est... plus nordiste vivant en Auvergne, pour information pour Raymond. Oui. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dans le chat? Donc, on dit bien qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, nous dit Elisabeth Chénier. Julie Séricel, savez-vous que Gérard Normand est dans votre cas? C'est-à-dire qu'il a Tout à fait. Je l'avais entendu déjà. Il a fait une chanson d'ailleurs que j'ai là actuellement et que je passe souvent dans mes conférences en avant. Oui. Merci pour votre témoignage et ce partage très personnel. Merci pour votre engagement, c'est passionnant. Elle nous dit GET à tout le monde, ok. Michel Derrien, un cousin de mon père fut prisonnier en Allemagne. Il rencontra une jeune fille, Annie. Elle a dû s'appeler Annie. Oui, non, après, qui revint avec lui, ils se marièrent et vivèrent en France. Ouais. Oui. Je me souviens de l'espoir venir chez nous. Elle fut bien accueillie dans notre famille. Voilà. Ensuite, Ludovic de Haute-France, les interventions de Francis et de Jacques montrent bien toute la difficulté et le bonheur d'entrer dans le secret de famille, dans les secrets de famille, parfois délicats à aborder, car c'est un moment d'histoire humaine qui ressurgit tout à coup. On entend parler de ce sujet par moment, mais il n'est pas assez connu. Et votre exposé était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Vous avez eu de la chance d'avoir été entouré d'amour. Beaucoup d'autres n'ont sûrement pas eu cette chance. Il faut arriver à lever ce tabou aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Voilà un petit peu les messages qui sont actuellement sur le chat. Je peux me permettre, l'ANEG, Francis m'a donné quand il est venu là, au mois d'octobre, il m'a donné un livre de l'ANEG où justement il y a plusieurs enfants comme Francis qui ont écrit différentes lettres de leur vie. Et c'est un livre très, très intéressant et très prenant. Des fleurs sur le caillou. Voilà, merci. Merci Valérie. C'est vraiment un très beau livre. Alors moi, je l'ai lu plusieurs histoires d'affilée, mais je n'ai pas pu terminer le livre. J'ai fait une petite pause et après, je l'ai repris parce qu'il y a des histoires qui sont très, très douloureuses.
Et c'est vrai que l'histoire de Francis, c'est une belle histoire. C'est vraiment un enfant de l'amour, ce qui n'a pas été le cas de tous les enfants, malheureusement. Mais c'est un livre très, très bien. Valérie, est-ce que vous pouvez mettre le titre dans le chat, comme ça, ceux qui s'intéressent je l'ai là, attendez. Peuvent copier le titre et se le procurer. L'année dernière, nous avons fait venir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes un Allemand qui était prisonnier de guerre en France, qui a épousé une Française et qui donc est resté en France derrière. Et je pense que ça, c'est également une suite, c'est pas très connu. C'est à l'envers, enfin, c'est pas vraiment à l'envers, c'est une suite, je dirais, avec un peu les mêmes soucis. Hein. La fille française se faisait traiter de fille de Boche, alors que c'était après-guerre. C'était quand même, puisque je crois qu'elle est née en 49. Son père était prisonnier et c'est un prisonnier qui a écrit le livre quand les Allemands reconstruisaient la France et qui a participé à l'émission de France 3 sur ce thème-là. C'est donc des prisonniers qui ont déminé les plages du débarquement, etc. Si on peut parler comme ça. Oui. Oui, s'il vous plaît. Je voulais dire que à la fin de la guerre. Et ensuite, Monique. Ah oui. Ah, merci. Bon, d'abord Monique et ensuite Gérard. Je veux dire que moi je fais partie de la NEG et je suis une des personnes qui a écrit dans ce livre. D'accord. Chez Monique de Picardie. Bienvenue parmi nous, Monique. Oui. Bonjour à Francis. Oui, Monique, bonjour à toi. Je serai chez vous l'année prochaine. Hein. Oui, nous allons faire ensemble. Et j'aurai des livres à vendre là-bas à l'occasion de cette conférence que je ferai à Saint-Quentin. Hein. Merci, Monique. Allez. Gérard. Oui, alors, vous m'entendez? Oui, Gérard, on t'entend. Alors, bonsoir, Francis. Bonsoir, Gérard. Avant que tu viennes faire ton exposé à Écourt, près de Nancy, où il y a eu 150 personnes, je participais à une assemblée générale de comité de jumelage, et donc j'ai invité les gens à venir t'écouter. Alors ça s'est passé assez vite, et puis après l'assemblée générale, il y a le pot. J'ai été surpris de voir que pendant le pot, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour me dire « Ah, mais je connais un tel, je connais cela ». Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'à la fin de la guerre, il y avait 3 millions de prisonniers allemands en France, dont beaucoup étaient originaires d'Allemagne de l'Est, et qui avaient des échos sur ce qui se passait avec les troupes d'occupation russe assez dramatiques. Beaucoup d'entre eux qui travaillaient dans des fermes sont restés, ont épousé des filles parce qu'il y avait un déficit. Il y avait un déficit d'hommes à marier en France après la guerre. Donc, ils ont fait leur tour et ils sont restés, ils sont installés comme paysans en épousant des filles. C'était le cas de la personne qui est intervenue en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. C'était tout à fait le cas. Qui habite d'ailleurs la région. Oui, et en fait, il est resté en France, non pas parce qu'il voulait rester en France, mais parce qu'il n'a pas voulu retourner en Allemagne, dans l'Allemagne de l'Est. C'est pas tout à fait la même chose. Il y en a beaucoup comme ça. Oui, et du coup, il a un regard assez critique, par contre, sur la période où il a été prisonnier. Certains aussi avaient perdu leur famille et rentraient en Allemagne seuls. C'est-à-dire avec toute la famille morte, décédée par la guerre. C'était le cas dans mon village. Mon village à côté d'Edin, il y avait un ouvrier, il s'appelait, je ne sais plus, Hermann, je crois, oui, c'est ça. Il n'était pas retourné dans son pays, c'était du côté de Dresden, je crois, parce qu'il n'avait plus de famille. Toute sa famille avait été complètement écrasée, disparue, tuée. Oui, tout à fait. Oui.
faut considérer qu'on avait quand même deux régimes de ces soldats allemands, parce que il y avait bien sûr les contingents qui étaient dans des casernes. Mon père avait un régime un peu particulier parce qu'il était accompagnateur de train, et ils étaient réquisitionnés par la Wehrmacht. Je pense que ce n'étaient pas vraiment des soldats armés qui combattaient. Oui. Ils étaient avec la population. Et moi, j'ai connu de ces hommes qui sont revenus épouser des Françaises parce qu'ils avaient participé. Je ne dis pas qu'ils avaient collaboré, mais ils avaient aidé les Français, notamment dans la région du Pas-de-Calais où il y avait encore des Anglais qui se cachaient dans les caves. Et que ces hommes qui faisaient partie de la Wehrmacht, mais qui étaient soit des interprètes, soit des architectes, accompagnateurs de train, étaient dans la population. Ils étaient près de la population. Et je vais vous dire que certains ont aidé, ont sauvé des vies comme ça, en annonçant, attendez, vous allez avoir une visite demain, il y aura une gratonnade, enfin tout au moins une visite cachée, vous voyez, c'est ça. Et il y en a qui sont revenus épouser des Françaises, et pour eux, ça n'a pas été une vie facile, notamment pour les enfants que je connais et qu'on traînait de Salboche à l'école en 1950 et autres. Voilà. Barbara? Oui, allez-y. Oui. Alors d'abord, je voudrais dire un grand bonjour encore. J'ai fait rapidement tout à l'heure à mon ami Francis. Je suis bien content de te revoir depuis… Toutes mes amitiés, mon ami. Merci Francis. Ben, écoute, tu as encore réussi à m'émouvoir. C'est la deuxième fois que je t'écoute. Je suis venu te voir à Montreuil. Et là, ben oui, j'ai eu la chair de poule et j'ai été ému une deuxième fois. Voilà. Alors, je ne t'ai pas oublié. Hein, tu sais que je vis à la fois à Grunberg, dans la Hesse. Je sais bien, oui. Et à Ligny-sur-Canche, un petit village à côté de Frévent. Oui. Il y a beaucoup de gens de Frévent là dans le coin d'Edin. Là, hein. Près d'Edin, près de… Il y a Jacques Froissart aussi qui est là. Ah, Jacques. Notre ami Jacques Froissart. Qui était à Edin aussi. Dis Francis, je n'ai pas oublié, hein, mais à cause de ce fichu Covid, j'ai toujours l'espoir de te faire venir à Grunberg, au lycée, au musée, pour que tu fasses ta conférence, comme on avait décidé avec Jacques à l'époque, suite à ta conférence à Montreuil. Hein, et puis, j'ai vu tout à l'heure passer Ludovic, qui devrait aussi intervenir peut-être pour te souhaiter aussi de venir te voir. Oui, aussi. Bien sûr. Il va venir à Frévent. Remise. À Frévent, oui. C'est toujours dans les tuyaux, tout ça. C'est toujours dans les tuyaux. Et vivement, il faut donner du temps au temps, hein, maintenant. Vas-y, Ludovic, oui. Non, mais Francis, je crains que tu sois notre premier, le pilier de notre renaissance sociale au niveau de l'association. C'est un bien grand mot. Non, mais parce que de toute façon, dès que, comment dirais-je, que la situation sanitaire, la situation nous permet donc de rassembler un peu de monde, et notamment, je pense, des jeunes, même si il faudra peut-être voir un petit peu la manière dont on peut aborder les choses. Mais donc, je pense que on va faire appel à toi le plus rapidement possible, et j'espérerai avant la fin de l'année. Oui, voilà. Écoute, dans le programme peut-être de la guerre 39-40 avec les lycées-collèges, des fois ça tombe bien. Ok. Et je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai partagé le livre de Werner Schneider, Sale temps pour les Allemands. Donc c'est l'histoire d'un prisonnier allemand. Je vous invite à le lire, il est dur à lire, mais c'est une autre facette justement de cette histoire. Là, c'est pas les enfants de la guerre, mais c'est également les conséquences directes et indirectes de la guerre. Voilà. Quelquefois, j'ai l'impression qu'une bonne partie de celles et ceux qui s'engagent dans le cadre franco-allemand au niveau de la Papa pour l'Europe ont quelque part un passé franco-allemand ou ont le sentiment de devoir travailler sur ce passé franco-allemand. Oui, c'est pas une obligation. Hein. C'est pas une obligation. Moi, le seul passé que j'ai. Sentiment.
Oui, oui. Parce que bon, moi je regarde dans le jumelage où on est, en dehors d'une dame qui est allemande, les autres, non. Moi, le seul rapport que j'ai, c'est mon grand-père qui a fait les deux guerres. Et qui m'a toujours dit, nous on faisait la guerre, mais quand on a fait des Allemands prisonniers ou quand moi-même j'ai été prisonnier, on a rencontré des gens qui étaient comme toi et moi et qui étaient sympas quand on discutait avec les autres. Voilà. Moi, c'est plus ça qui m'a raccroché au franco-allemand qu'une histoire personnelle autre. Quoi. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Oui. Oui, alors je lis. C'est comme un Allemand en France. Voilà. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années sur conseil de Nota Bene. Et franchement, c'est hyper intéressant. Vous connaissez? Non. Non, je connais pas. Non. Il faut qu'elle Ouais, parle. c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, présenté. Voilà. Et j'en ai encore un autre. La guerre en Allemagne. Alors, si on est maintenant dans les livres sur Berlin, moi, je suis en train de lire en ce moment Seul dans Berlin. Ouais. Et moi, j'ai sa version allemande. Ah oui, non, mais mon niveau allemand n'est pas aussi bon. J'ai pas eu l'honneur de le finir. Hans Fallada est très connu. Allemand n'est pas aussi bon. Oui. C'est un des classiques. Et Francis, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez récupéré des photos. Des fleurs sur le caillou. Non, tout à l'heure, vous parliez de quand vous aviez été en Allemagne voir votre frère, vous aviez rencontré donc la maman de votre frère. Oui. Vous aviez regardé l'album de photos, vous aviez récupéré des photos. J'ai récupéré la photo que vous avez pu voir, le mariage de mon père. Voilà. Mais avec vous la maman. n'avez pas des photos de votre papa âgé pour voir si vous ressemblez Non, j'en ai une de sa pièce d'identité. J'en ai une, oui. Il y a une légère ressemblance. Oui, je ressemble plus à mon père âgé que jeune, oui. Voilà. Il y a encore des secrets de famille, je ne sais pas tout. Hein, on n'en parle pas. Autant, c'est curieux parce que quand je vais dans des familles, dans le cadre de nos jumelages, et notamment à Brilon, moi j'ai vu des confidences d'Allemands qui me montraient le livret militaire de leur père. Elle me disait, à toi, je peux montrer le livret militaire de mon père. Vous voyez, on parlait très ouvert de cette... C'était extraordinaire. Pour moi, c'est une preuve de confiance. Dans ma famille allemande encore, je sais que mon frère, il est assez vindicatif vis-à-vis de mon père, de notre père. Pour lui, ça lui est resté là, que le fait de m'avoir abandonné, et j'évite de trop en parler de notre père avec lui. Par contre, Hyde, avec ma femme, arrive à parler de notre père, vous voyez. Ah, mais ça, c'est les femmes, c'est normal, on a le... on sait s'y prendre, c'est pour ça. Oui, voilà. Il y a quand même un peu de... La façon de faire. Nous, on est brut de béton. Hein. Il y a un peu de distance déjà, c'est peut-être plus facile quand il y a un peu de distance. La guerre allemande, c'est aussi passé à la télé il y a 2 semaines sur la 5, je pense. Il y a un film. Oui, c'est très bien. Voilà. Un documentaire. Il est même repassé dimanche dernier, là encore. Ah, voilà. C'est très intéressant. Voilà. Okay. J'ai une autre question à vous poser. Il y a 1 ou 2 ans, je ne m'appelle pas exactement, j'ai entendu que ça concerne les enfants nés des mères allemandes et les soldats français après la guerre. Bon, sur l'occupation dans la zone occupée par la France. Et j'ai entendu que l'armée française a obligé des femmes, a fait la pression pour donner les enfants à l'adoption. Oui, ça me choquait. Je ne sais pas où j'ai entendu ça. Ça fait 1 ou 2 ans. Et vous n'avez pas d'informations par rapport à ça? Non. J'ai entendu cela aussi. Moi aussi, je l'ai entendu déjà, oui. ça. Oui, tout à fait. Comme au même titre que les enfants d'Allemands nés, je sais que sur la région de Thonon, entre Thonon et Annecy, les enfants étaient envoyés dans un orphelinat sur Grenoble et ils étaient adoptés sur Grenoble, tous.
J'ai aussi la connaissance que la naissance sous X a été plus popularisée avec les naissances franco-allemandes. Oui, tout à fait. Ah oui. Ça, c'est connu et c'est surtout sous Vichy. Moi, personnellement, je voudrais saluer Francis aussi. Hein. Il est venu faire sur EDA, je pense, pratiquement sa première conférence. Hein, il y a déjà, combien, plus de 10 ans? Plus de 10 ans, oui. Et nous sommes nombreux à être à notre amicale des Amis de Brilonne à Hesdin, adhérents à Hesdin. Hein. Nous sommes 3-4 enfants de la guerre. Hein, c'est un peu notre lieu de rencontre avec vous. Et ce que j'ai remarqué, je pense que ça s'est passé à Hesdin et je pense que ça s'est passé à d'autres endroits aussi, c'est que la conférence de Francis a permis à certaines personnes qui gardaient ça secret pour eux de s'ouvrir à d'autres, de venir voir Francis, d'en parler et d'aller un peu plus loin dans leur démarche. Hein, ça a été le déclencheur. Je pense que ça s'est fait à un certain nombre d'endroits. Jacques met le doigt. D'autres personnes que je connais, de nom de tête, Jacques et Reine-Marie également. Oui. C'est vrai que Jacques me permet d'élargir un peu parce que je fais ça depuis 15 ans et on me dit « Continue Francis, ça nous aide. Hein ». Et bien souvent dans ma conférence, quand je vais à Niort ou à Sens ou ailleurs, je fais venir les enfants de la NEG qui ont du mal à se déplacer parce qu'on est quand même une génération de plus de 75 ans, hein, c'est vrai. Et oui, on n'est pas très jeunes, mais moi je voyage encore, et on mange ensemble. Et puis j'insiste pour qu'il y ait une personne qui prenne la parole. Francis, il se prend du recul, et je l'ai eu, je crois que j'ai encore une représentante ici qui ne se fait pas connaître, hein, mais je l'ai eu à Annelin, je l'ai eu ailleurs. Ils prennent une demi-heure, ils prennent le temps, ils n'osent pas. Et puis alors, en Bretagne, c'est pareil, j'ai eu le cas en Bretagne. Ce sont une adhérente qui prend le temps d'exposer son cas aussi. C'est un peu ouvrir un peu, déverrouiller un peu ce tabou. Hein. Il n'est pas normal qu'à notre âge, on arrive encore à enterrer cette histoire. Et encore là, d'après ce que tu dis, ce sont des gens qui ont fait la démarche d'être à la NEG. Mais après, il y a d'autres qui ont gardé ça pour eux et qui ne sont pas à la NEG. Quoi, tout à fait, Jacques. C'est ce que j'ai rencontré chez toi aussi. Ou familial, ou même tout à fait personnel. Quoi. Oui, tout à fait, Jacques. On a connu ça sur EDA. Je te remercie, Jacques. D'ailleurs, ton épouse a fait un livre aussi qui était intéressant sur EDA, sur l'occupation. Ah oui. Toujours dans le chat. Alors, GET. Vous voulez attendez une seconde. Ce serait bien de le montrer, oui, c'est intéressant. Alors, en attendant, GET qui dit « J'espère, Monsieur Boulard, vous revoir à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor en octobre. Oui. En effet, il est temps de lever les tabous pour libérer les personnes chargées ou libérer de leur histoire pour entrer à nouveau dans des relations entre êtres humains dans un même monde. » Voilà, c'est à l'envers, non? Mémoire vive, c'est bon, mais on ne voit que le titre, Jacques. Tu peux le tirer vers quoi? C'est qui a... Attendez, j'ai le chat aussi, de Patrick Bresson. Oui. Voilà. Saint-Brieuc, Côte d'Armor, oui. J'ai fait un grand parcours en Bretagne. Hein. C'est extraordinaire, les questions qui m'ont été posées, et je suis stupéfait de ces jeunes enfants. Les pertinences des questions, bien souvent les collèges et lycées, je les fais le matin, les pertinences de questions très personnelles, comment je vivais à l'école, comment j'étais, c'est extraordinaire. Je garde un souvenir de la Bretagne aussi bien, de tous les coins de Bretagne, et là je suis heureux de repartir peut-être du côté de Saint-Brieuc. D'accord. Vous pouvez remontrer le livre, le dernier là que vous venez de montrer, en parlant pour que je puisse voilà. Mémoire vive. C'est bon, j'ai pris. Souvenirs vécus des années sombres à EDA. Nicole François. Voilà. Il y a des témoignages là-dedans aussi, Jacques, hein, je pense. Il y a des témoignages. C'est ça, c'est des témoignages de gens qui ont vécu la guerre. Elle a fait ce travail-là autour de 2016 à peu près. Et on se rend compte qu'il y a déjà, à l'heure actuelle, au moins 7 ou 8 personnes qui sont décédées. Hein, donc, il fallait le faire. Quoi.
J'ai remarqué quelque chose vis-à-vis de la propre culture qu'ils ont de parentale. Il y a beaucoup de personnes qui ont un blocage face à la langue. Ils n'arrivent pas à apprendre la langue. Et je peux citer quand même 2 cas que j'ai rencontrés. J'ai rencontré une une femme qui était fille d'une Allemande, qui était installée dans le Nord, et aussi une fille aussi d'un soldat allemand avec une Française. Et cette dame-là aussi, elle n'arrivait pas à apprendre l'allemand. Et je pense qu'il y a quelque chose qui bloque aussi. Vous en avez parlé vous-même, Francis. Oui, absolument, absolument. Et c'est vrai que c'est vrai. Moi, je trouve ça c'est douloureux quand même. Je crois que chez nous, il ne faut pas que ce soit un blocage. L'immersion est importante. Hein. Moi, si j'avais été un peu plus en Allemagne, c'est ça le problème. C'est pas tout d'apprendre une langue et puis pas la pratiquer, quoi. C'est ça. Ça, je crois que c'est important. Et puis, de ne pas avoir honte, parce que bien souvent, il y a des préjugés. C'est souvent les Français. Hein. Quand vous faites un mot allemand de travers, on vous reprend. Alors qu'en Allemagne, vous faites un mot de travers allemand, on vous laisse parler. Hein, j'ai remarqué ça. Je suis plus à l'aise à moi prononcer quelques mots en allemand en Allemagne qu'en France, parce que je vais mettre dans mes caps. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois plus sur le chat. Non. J'avais une question, Francis. Tout à l'heure, vous disiez que quand vous aviez eu la double nationalité, vous étiez le 8e. Oui, de la France, oui. Est-ce que vous savez maintenant combien de personnes ont eu la double nationalité comme vous? Dans le même contexte? Je ne sais pas, Non, on a suivi la double. Ce qui a été dans les enfants de la guerre, quand on a créé notre association, on était plus de 500. Ce qui était important pour nous, déjà, l'objectif, c'était de retrouver nos pères. Il y avait un engouement extraordinaire. D'ailleurs, nous avons une Française aux archives allemandes de la base de Berlin, qui nous a aidé énormément à retrouver nos pères. Après, c'était bien souvent vouloir porter le nom du père. Et ça, j'ai refusé toujours, parce que ça pose une suspicion d'avoir le nom de mon père sur ma carte de visite. Mon frère aurait pu me dire, Francis, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a de l'intérêt, tout ça. Hein. Donc, c'était des étapes comme ça qui a fait que notre amicale a vécu la recherche de nos pères, la double nationalité. Ça, c'est un événement, je suis fier de ma double nationalité. D'ailleurs, quand je vais à l'étranger, je présente toujours mon passeport allemand. Hein, et on me dit toujours, vous parlez bien français pour un Allemand. Hein, et ma femme, elle dit, un jour, tu vas avoir un problème, toi, tu ne reviendras pas. Ben, je lui dis, écoute, si c'est en Allemagne, je reste en Allemagne. Voilà, j'ai que des tampons sur mon passeport allemand, qu'il va falloir que je renouvelle d'ailleurs, parce qu'il est périmé, et je suis fier de l'avoir. Pensez bien un jour, quand je l'ai eu, quand j'ai passé la frontière allemande, hein, je me suis fait photographier. Bien. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres remarques? Sur le chat, il n'y a plus rien. S'il y a des questions à poser, là, vous ne m'avez pas tout posé des questions. Il y a une question. Oui, moi, j'en ai encore. Je suis désolée, c'est encore moi. Hein. Vas-y, Valérie, vas-y. Comment dire, quand tout à l'heure, vous parliez, votre frère, comment dire, votre frère était, entre guillemets, fâché par rapport au comportement de votre papa. Oui. Quand vous avez rencontré la mère de votre frère, vous disiez dans votre conférence, bon, elle l'a pris avec dignité, etc. Mais est-ce que vous avez pu échanger un peu plus dans les détails, etc. Enfin, est-ce qu'elle n'a pas été blessée du tout? Elle n'a pas… Non, elle l'a vraiment accepté? Ça a été spontané, j'ai été pris comme un fils, vous voyez. Le seul témoignage, elle m'a fait cadeau d'une épingle de cravate et des boutons de manchette de mon père que je sais ce témoignage-là, mais elle m'a considéré. D'ailleurs, elle est décédée en 2019 à l'âge de 92 ans. Je suis allé aux obsèques et mon frère, depuis pas les premières années, mais maintenant, je figure dans le rang de la famille, voyez, sans porter le nom de mon père. Quand il y a eu un mariage dernièrement à l'église protestante, je suis dans la famille. Dans les premières années, j'étais à l'arrière, quoi. Hein. Parce qu'il y avait quand même un doute. Hein, c'est pas de test ADN. Hein, enfin, on m'a dit que j'avais tous les défauts de mon père. C'est la maman qui a dit ça. Je crois qu'il. Donc c'est. Ouais.
Voilà. Donc, je crois que j'ai encore des choses à apprendre, hein, mais je ne veux pas brusquer, hein, c'est évident. Hein. Bon, il y a une question aussi que l'on me pose souvent, que je vais vous tendre la perche. J'ai été responsable d'un gros magasin de chaussures André à Nancy et j'étais pas loin de Monacan en 1981 et ça m'a chatouillé. Hein. Je dis, je suis pas loin, je suis à 180, 200 km de l'Allemagne. Pourquoi ne pas aller me présenter, hein? C'est vrai, j'aurais connu mon père, il est décédé en 88 et je ne l'ai pas fait. Et j'en ai parlé à mon frère, j'ai dit, écoute, Audi, je vais t'avouer une chose, j'avais envie de venir. Oui, mais il dit, si tu avais tapé à la porte, la famille aurait éclaté avec papa. On n'aurait jamais admis que papa abandonne une femme avec un enfant. Donc, le temps m'a donné un peu raison de prendre... Je n'ai pas connu mon père. Enfin, c'est vrai, j'avais l'adresse de mon père, j'aurais pu le chercher. C'est encore tout des... Mais j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai une étoile. Quand on me pose une question de quelle religion vous êtes, je dis j'ai une étoile, ça m'aide beaucoup. C'est une très très belle réponse et je pense que c'est presque une conclusion. Si tout le monde avait une étoile qui pourrait ou la guider, qui pourrait l'aider, ce serait formidable. Oui, faut savoir saisir les occasions des fois comme ça. Merci à tous d'être venus. Ça fait un plaisir de revoir beaucoup de visages familiers. Et puis, bravo. Vous rendre visite en présentiel quand vous le voulez. Hein, les temps vont être meilleurs. Bravo, Francis. Merci. Je suppose que si quelqu'un a encore une question, vous pouvez l'envoyer à Francis par mail. Vraiment un grand merci d'avoir géré cette réunion, de l'avoir enregistrée, de l'avoir mis sur Facebook et de nous la mettre sur YouTube bientôt. Ça sera fait d'ici fin de semaine normalement. Voilà. Très bien. Merci Raymond. Et merci à toi Barbara. 2 semaines, je pense, mais je n'ai pas le titre en tête. Je n'ai pas non plus le titre, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qui est prévu. De toute façon, on vous enverra l'information en temps et en heure par lettre flash. Voilà. Merci. Bon, un grand merci à tout le monde. Merci à tous. On était 54. On était 54. Plus 4 sur... plus 5 sur Facebook. Plus 5 sur Valérie. On a presque une soixantaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.